Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Alors, aujourd'hui, on va parler de femmes. En général, on parle de femmes, mais cette fois-ci, on va parler d'art visuel. C'est vrai que c'est la première fois à Talent de Femmes qu'on reçoit ce genre, justement, un peu d'art qui n'est pas très, très représentatif au Cameroun, mais néanmoins qui est en train de faire son chemin. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. On va parler d'art. L'art, c'est quoi? L'art, c'est ce qui nous entoure et ce qui nous fait vivre. Alors, on va présenter déjà notre invité. Bonsoir, Sita Noémie Ngoumou. Bonsoir, Odile. Et bienvenue sur Info Télévision. Bonsoir, merci beaucoup. Ah, c'est la première fois que tu viens chez nous ici. Oui, c'est la première fois. Alors, l'accueil, ça s'est bien passé, oui, l'arrivée? Très bien, j'ai été très bien accueillie. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on sait que vous faites dans l'art visuel. Vous êtes aussi médecin gynécologue. Voilà. Voilà, vous avez deux casquettes, mais on vous reconnaît beaucoup plus au Cameroun comme étant artiste. Aujourd'hui, on parle d'art visuel. C'est vrai que quand on parle d'art ici, on parle peut-être de musique, on parle peut-être de sculpture, Oui. on parle peut-être des artisans. Mais là, aujourd'hui, on parle d'art visuel. Est-ce que, avant même de parler d'art visuel, est-ce que le téléspectateur peut savoir qui est Sita Ngoumou? Oui, Sita Ngoumou, c'est je voudrais dire en premier lieu peut-être une mère de 3 enfants, médecin gynécologue, aussi artiste peintre, si l'on veut, dans un second temps. Voilà, et je me retrouve ici aujourd'hui parce que j'ai eu une exposition qui est en cours au quartier Mozart à Mvongbi. Au quartier Mozart, chez Monsieur Jean-Pierre Becol, à qui Voilà. on fait un bonjour. Alors aujourd'hui, on sait quand même que vous êtes une artiste qui vit entre deux pays, c'est-à-dire l'Allemagne et le Cameroun, et vous avez 2 héritages aussi, on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Ok. Donc, je suis née en fait en Allemagne d'un père camerounais, c'était le docteur Piklo Ngoumou, et d'une mère allemande, Madame Mechtil Ngoumou. Et j'ai grandi les 3 premières années chez mes grands-parents en Allemagne. Et nous sommes arrivés au Cameroun donc quand j'avais 3 ans. Et puis j'ai passé mon cursus scolaire au Cameroun. Et donc après le baccalauréat, je suis repartie donc en Allemagne faire mes études. Et ensuite la spécialisation. Et puis j'ai travaillé et c'est là où je travaille actuellement. Voilà. Et bon, après, depuis, donc il y a eu plusieurs passages au Cameroun pour visiter la famille. On est toujours très attachés. Voilà. Vous revendiquez votre côté quand même camerounais? Ah oui, ça ne m'a jamais quitté quand même. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on parle d'art visuel. Pourquoi avoir choisi l'art visuel? C'est pas un choix en tant que tel. En fait, c'est une passion qui est née, je crois, quand j'étais toute petite. Comme je disais tout à l'heure que j'ai passé mes 3 premières années chez mes grands-parents maternels. Ils étaient artistes. Ils étaient artistes de l'art sacral, donc il y avait beaucoup de matériel artistique toujours à la maison. Donc ils faisaient leurs esquisses avec beaucoup de papier, de couleurs. Et donc nous, enfants, on avait le droit de toucher à tout et de s'exercer. Donc finalement, ça ne m'a jamais quitté. Et même lorsque j'allais à l'école, je passais tout le temps à dessiner, à griffonner, voilà. Oui. Bon, ensuite j'ai un peu arrêté et puis ça s'est un peu allé en retrait quand j'ai fait mes études et puis quand j'ai... On peut parler donc d'héritage peut-être de vos grands-parents? Oui, je crois. C'est eux qui vous ont poussé ou bien vous avez juste voulu faire comme eux? Disons que ce n'était pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose, je pense, qui était inné, voilà, un peu comme ça. Donc vous êtes né artiste, on peut dire? On ne sait pas, c'est pas ça qui me fait une artiste, mais en fait c'est là d'où vient en fait la passion, la passion de la peinture, la passion du dessin. De toute façon, il ne faisait pas la peinture, mais bon, voilà. Alors vous êtes aussi médecin gynécologue. Pourquoi être médecin alors qu'on sait que peut-être au départ vous aviez un penchant pour l'art, l'art vous appelait à un moment donné, mais vous avez fermé la porte, vous avez pris le côté de la médecine? Oui, en fait c'était déjà le vœu de mon père. Et donc et votre père il est médecin, il est quoi? Non, il n'est pas médecin, il est aussi un homme de culture, donc il a fait beaucoup de musique, il était prêtre, il a composé. Ah, il était prêtre? Oui, il était prêtre à Nzong-Melen, ici à la paroisse Saint-Paul. Oui. Et c'est lui qui a introduit les instruments de musique traditionnels dans la liturgie catholique. Voilà, donc donc il était artiste, voilà. Et ensuite, plus tard, il était plutôt comme chercheur en musicologie.
Donc, il a fait beaucoup de recherches sur les instruments traditionnels. Mais en fait, le point était qu'il voulait qu'il y ait des professions qui sont sûres de nourrir leur homme, quoi. Voilà. Donc, il a toujours souhaité que je sois médecin avec aussi mes 2 grandes sœurs. Et donc, c'est un parcours qui a été plus ou moins automatique, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous aimez la médecine? Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est papa qui a imposé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que gynécologue, vous êtes fier d'être médecin? Oui, bien sûr, ce sont de longues études et c'est pas facile du tout. Donc, si on n'est pas quelque part derrière, on ne peut pas réussir dans ce genre d'études. Donc, c'est vrai. Moi aussi, j'ai en fait ressenti le besoin aussi par rapport à ma famille et tout, de pouvoir les soutenir. Donc, de faire ce genre d'études. Et maintenant, je suis dans un cabinet et oui, c'est un autre côté de moi et oui, ça me plaît. Le cabinet, il est au Cameroun? Non, le cabinet, il est en Allemagne. Voilà. Et vos 2 sœurs, vos 2 grandes sœurs, elles sont aussi médecins? Elles sont aussi médecins, oui. Papa a réussi son pari, hein, ah ça, oui. on peut dire. D'avoir des médecins dans la famille. Alors, on sait que là, vous êtes venu de vos grands-parents, c'est un héritage familial. Mais aujourd'hui, on sait que vous êtes au Cameroun pour justement votre exposition qui a débuté le 16 et qui se termine jusqu'au 25, c'est ça? Voilà, le 25. Au quartier Mozart, à Mvongbi, à Yaoundé. Voilà. C'est quoi justement, pourquoi avoir choisi Imaginer, c'est ça, non? Oui. Imaginer comme dénomination? En fait, c'est un peu un jeu de mots. En fait, ça vient du verbe imaginer. En fait, c'était ça d'abord, en fait, le début. Parce que mes toiles, en fait, ce sont des toiles imaginées. Donc, c'est pas, ça ne représente pas toujours une situation exacte dans la vie. En fait, bien sûr, il y a toujours des personnages représentés, mais les situations, c'est pas une situation précise, vécue. Donc, ils sont mis dans des contextes différents, dans des contextes imaginés, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le mot image. Là-dedans, ce sont des images. Donc, peut-être l'image aussi, peut-être que je porte sur la société, l'image que nous avons chacun de nous, de nous-mêmes. Et puis il y a le mot inné, avec en fait ce jeu de mots inné, c'est-à-dire ce sont des images, en fait, des tableaux qui ne sont pas planifiés à l'avance. Donc je ne fais pas un croquis précis comment tous les éléments seront disposés. Donc c'est quelque chose qui naît au fur et à mesure que le travail progresse. Ben aujourd'hui, on sait quand même qu'on dit souvent l'art aussi c'est un exutoire, des fois même c'est une thérapie, même des fois aussi une forme de thérapie. Est-ce que pour vous, votre art, ça peut être défini en tant que tel? Bon, je pense que le début, en fait, c'est une passion. Et puis maintenant, j'ai une journée toujours très chargée avec dans mon cabinet et tout. Donc quelque part, c'est aussi un exutoire pour moi. Je ne dirais peut-être pas une thérapie. Oui, en fait, mais ce n'est pas, en fait, au début, je pense pas que c'était ça, parce que, en fait, c'était surtout la passion, quoi. Ah, surtout la passion, hein. Ouais. Donc, c'est pas inné, on voit pas Madame Ngoumou qui fait de l'art aujourd'hui, parce que là, on voit, par exemple, Red Skirt, c'est un de vos tableaux. Oui. C'est quoi les couleurs? Pourquoi les couleurs vives? Pourquoi avoir choisi une femme noire représentative qui fait de la musique? Elle joue avec un instrument, peut-être le courage, je sais pas. En fait, oui, en fait, je voulais plutôt exprimer, en fait, c'est une femme qui est très introvertie. On a l'impression qu'elle est à l'intérieur, en fait, dans ses pensées. Et elle tient un instrument de musique, un mvet. Et en fait, voilà, donc le red skirt, que peut représenter le red skirt? Moi, j'aime bien laisser un peu à chaque personne la liberté d'interpréter ce qu'il voit. Et donc, il n'y a pas d'interprétation juste et fausse. Pour moi, le red skirt, ça peut représenter en fait la couleur rouge, la couleur du sang peut-être. Donc, ah, vous aimez la couleur rouge? J'aime, disons, c'est pas ma couleur préférée. J'ai pas une couleur. Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de toiles rouges, mais en fait, celle-là, en fait, c'était, disons, quand je le vois peut-être après, je dirais peut-être couleur du sang. Donc, il y a une femme qui est assise, qui est introvertie et qui a un microphone. Donc, on pourrait aussi dire peut-être qu'elle essaye de faire ressusciter cet instrument qui est tenu en gris.
Oui, parce que Voilà. le mbet, quand même, on en parle, c'est un instrument aussi même utilisé pour des rites Voilà, traditionnels voilà, en et pour pays, des contes, des et contes, oui, voilà, et même voilà. des rites Et aussi traditionnels des aussi. rites Oui, traditionnels, parce que c'est voilà, quand même voilà, assez voilà, mystérieux le mbet. voilà. Mhm, Donc en fait, c'était plutôt une émotion que je voulais transporter là, par ce tableau. mhm. Ouais, là aujourd'hui, on vous voit en train de faire justement une exposition. J'ai essayé de parcourir un peu vos tableaux. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez que des personnes de couleur noire? Pourtant, vous êtes métisse. Bon, est-ce que c'est parce que je suis métisse que vous allez attendre que je mette que des personnes de couleur Vous avez métisse? grandi avec vos grands-parents qui sont forcément blancs, c'est ça? Oui, Ouais. oui, oui, Pourquoi oui. vous ne faites pas d'étoiles avec des blancs? Pourquoi seulement des Disons noirs? que ce n'est pas en premier lieu la couleur de la peau de la figure que je représente qui Mhm, m'intéresse, mhm, mais en fait, ce sont des personnages qui m'inspirent. mhm, Et c'est en fait, donc ce n'est pas que j'ai dit je ne vais jamais faire la peinture d'une personne blanche. mhm, Le truc, bon, moi en tant que, actuellement comme je vis en Europe, donc il y a un manque très accru de visibilité de personnes noires. mhm, Voilà, c'est pour ça que étant là-bas, donc j'ai peut-être eu plus, disons, ce besoin, donc de représenter des personnes noires de façon très digne, de façon pour mettre un contraste avec l'image qui est souvent donnée de l'Afrique en Europe. Et donc, en fait, je dois sentir un tableau. Bon, j'ai aussi déjà peint une personne blanche. mhm. Voilà, ce n'est pas par rapport à ça, c'est plutôt Non, mais par dans cette rapport à... séquence, on ne voit que des personnages noirs. Oui, oui. On s'interroge aussi, parce que là, on ne va pas juste regarder les tableaux, parce que c'est à nous de peut-être lire quelque chose dessus. Oui, Moi, je oui, n'ai oui. vu que des personnages noirs, de couleur de peau noire. J'ai comme l'impression, peut-être, c'est une imagination peut-être que je me fais, vous revendiquez peut-être ce côté africain de vous. Oui, ça c'est sûr. Ça, je pense qu'il y a un côté de ça, absolument. Bon, il y a ce côté de vouloir représenter, parce que normalement, bon, quand on regarde en Europe, par exemple, dans l'art, il y a beaucoup de personnes blanches qui sont représentées dans des tableaux, tout ça. Et moi, j'aimerais être, en fait, bon, si vous me demandiez pour qui est-ce que je fais mon art, je pense que dans mon cœur, je le fais plutôt pour les Camerounais, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu un besoin de leur rendre un peu... Tu veux te voilà, c'est retrouver de un me peu dans cette retrouver. identité. Quand vous êtes en Allemagne, peut-être vous pensez Voilà, au Cameroun. voilà, c'est ça. C'est et à un la peu fin, la vous dites, voilà, nostalgie qui nostalgie, revient. Et d'habitude, les tableaux sont toujours faits avec un peu de recul. Donc, si c'est une situation actuelle, bon, on est dans le train quotidien, bon, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur tableau, mais après un certain nombre d'années, il y a une période peut-être de la vie où on se dit, où on reprend contact, et je pense que c'est en fait plutôt ça, oui. Oui, il y a même une toile où on voit Bye Bye Yaoundé. C'est quoi? On voit des taxis jaunes, on voit une dame qui a un petit ordinateur. C'est quoi Bye Bye Yaoundé? Bye Bye Yaoundé, c'est une toile que j'ai faite après un voyage au Cameroun, quand j'étais au Cameroun en 2015. Et en fait, c'était juste, j'ai eu j'ai eu cette inspiration de la faire, c'est-à-dire de représenter le Yaoundé tel qu'il est, bruyant, avec les taxis, avec la poussière et tout, et puis une femme qui peut-être va en voyage. Mais Bye Bye Yaoundé, c'est pas un adieu, en fait, c'est-à-dire elle lance des fleurs. Elle lance des fleurs, donc il y a le cœur qui reste, mais elle doit partir. Ah, c'est la nostalgie. Voilà, Quand vous partez de la ville du Cameroun, vous rentrez chez vous, vous me dites, il y a toujours la nostalgie, oui. Voilà. Bon, écoute, le Cameroun, c'est un pays multiculturel et on a toujours cet amour qu'on a pour justement toutes ces identités qu'on retrouve au Cameroun. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes dans l'art visuel un peu moins, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des femmes camerounaises dans l'art visuel? Quel est le regard que vous avez déjà des femmes qui pratiquent peut-être ce métier? Oui, en fait, je pense que il y en a peut-être un peu trop peu et elles ne sont pas encore vraiment bien visibles. Mais c'est un processus. Bon, moi, j'essaie de suivre un tout petit peu la scène culturelle camerounaise quand le temps me le permet. Et donc,
Je pense que petit à petit, il y a peut-être une ou l'autre exposition, mais en fait, ça me manque un tout petit peu, donc il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais je pense que elles ont beaucoup à dire en fait. Elles ont beaucoup à dire et elles ont un regard peut-être aussi féminin sur la société qui serait très 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 intéressant d'apprendre. Et parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup d'incompréhension, parce que peut-être qu'il y a des productions scéniques avec la performance, par exemple. Quand des femmes se produisent sur scène, ça pose beaucoup d'interrogations camerounais qui parlent de folie, d'occultisme. Justement, on se pose des questions. Est-ce que c'est réellement de l'art ou bien c'est un rituel? Est-ce qu'on veut changer le Cameroun avec ce genre de méthode? Beaucoup de gens se posent des questions. Aujourd'hui, vous êtes face à la télé, vous êtes face à la caméra, vous êtes une artiste bien accomplie, parce que j'ai parcouru un peu justement vos représentations. Je vois que vous faites dans l'art depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que réellement l'art visuel? Ce que c'est l'art visuel. Bon, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Parce que qu'est-ce qu'un artiste? Déjà ça, c'est déjà une question. D'autres diront peut-être que je ne suis pas artiste parce que je n'ai pas suivi ce cursus typique d'école des beaux-arts. Donc je pense que c'est tout d'abord dans l'art visuel, je dirais, il y a une différence entre l'art visuel et un tableau ornemental, par exemple, où on dit il s'agit juste de faire un beau motif pour orner une maison ou bien n'importe quoi. Donc, d'habitude, ce qui caractérise l'art visuel, c'est quelque part, on met quelque chose de soi. On met quelque chose de sa propre personnalité. Il y a toujours quelque chose, voilà, de son propre soi qu'on met, on dirait, à nu devant tout le monde. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et moi, ça a pris un peu de temps pour que je puisse montrer mes tableaux, justement pour ça. Parce que pour moi, c'est aussi un genre de langage. Donc, c'est un genre de langage visuel qu'on ne peut pas toujours transcrire dans des mots. Voilà. Ouais, bon, on parle souvent de l'art, on dit un artiste c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui est spirituel, mais des fois on appelle même certains artistes des demi-dieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme? Bon, moi je ne dirais jamais demi-dieu à quelqu'un. En fait, il y a des... je pense que... moi je ne suis pas trop pour le culte de la personne, donc... moi, dans mes tableaux, je veux juste... Mais on sait que les artistes, on les appelle des personnes libres, on parle de liberté. Ce sont des personnes, oui, ce sont des personnes libres et c'est très, très, très important parce que c'est juste quand on est libre qu'on peut, disons, réfléchir sur la société parce que d'habitude, les artistes, quels qu'ils soient, de quel domaine qu'ils soient, ils portent toujours une réflexion sur la société et leur réflexion sur la société. Et donc, le plus ils sont libres, plus ils sont capables d'exprimer vraiment et de voir vraiment leur vision, en fait, exprimer vraiment leur vision. Aujourd'hui, on a par exemple des festivals d'art visuel. On a par exemple les Ravis, voilà, rencontre d'art visuel de Yaoundé. On a beaucoup d'autres festivals aussi qui commencent déjà à naître. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces rencontres et ces échanges avec les artistes du milieu changent un peu la donne avec la société camerounaise? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'artiste camerounais, il n'y a pas de statut pour l'artiste camerounais. Est-ce que vous pensez que ça change quand même un peu? Oui, je pense qu'il y a une scène très, très, très vivante d'artistes au Cameroun et surtout aussi d'artistes qui ont choisi délibérément de rester au Cameroun. Et ça, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Mais il n'y a pas assez de soutien, disons, de la part des institutions pour leur permettre de vivre vraiment de leur métier d'artiste. Et c'est ça qui fait que quand on a une famille qui a un enfant, ils vont plutôt peut-être essayer de l'orienter vers un choix professionnel qui est plus sûr, qui va peut-être qui est plus sûr dans les rendements, quoi. Et dans beaucoup de familles, donc artistes, c'est... Quand vous parlez de soutien, vous parlez de quoi? D'appui des institutions sur le plan financier ou bien c'est quoi exactement?
Oui, donc bon, moi je n'ai pas étudié donc la constitution camerounaise pour savoir exactement quelles sont les lois qui régissent le métier d'artiste au Cameroun. Voilà. Parce que le Donc, statut actuellement il est toujours discuté, hein. Oui, 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 de oui. l'artiste est discuté. Oui. Donc oui, il s'agit d'une espèce de bon, mais de toute façon, c'est un problème qui va naturellement beaucoup plus loin, qui ne touche pas seulement les artistes, mais une espèce d'assurance sociale qui permet aux artistes de pouvoir exercer en liberté. Oui, là aujourd'hui, on sait quand même que dans certains pays, notamment les pays occidentaux, on sait que les artistes, c'est eux qui lancent des fois des courants. Même quand il y a une campagne présidentielle ou bien une campagne des élections régionales ou locales, on fait appel aux artistes et puis je pense quand même que les artistes sont rémunérés quand même assez bien dans certains pays. Donc, des festivals sont organisés, même les communes essayent d'aider certains artistes. Bon, on ne sait pas réellement, est-ce que l'Afrique aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique pourrait, on peut s'en sortir avec ce domaine culturel qui est quand même assez probant dans nos familles et puis dans nos communautés. Oui, en fait, moi je crois que c'est une très très grande chance que l'Afrique a d'avoir tellement de talents et que ce serait très 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 lucratif aussi pour l'Afrique de pouvoir exploiter ses talents, donc de pouvoir les valoriser un peu plus, c'est-à-dire lorsqu'un artiste est demandé pour faire soit une représentation de musique ou alors une exposition d'art ou une performance, qu'il soit rémunéré de façon, disons, normale et de façon juste. Et parce que c'est un domaine qui crée. Voilà. C'est la création, donc on invente quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être exporté. Voilà. Et donc, par rapport à l'exportation de ce que nous inventons, donc ça pourra faire avancer le pays. On a par exemple Barthélemy Togo qui est camerounais, qui a Banjun Station, qui va justement exposer dans un pays occidental bientôt. Mais est-ce que il faut d'abord être connu à l'extérieur pour qu'on vous reconnaisse au Cameroun? Là, peut-être je n'ai pas assez en fait, je ne suis pas peut-être assez dans la société camerounaise pour juger là-dessus. Mais je pense que oui, une personne qui a exposé en Europe ou en Occident aura plus de facilité d'être reconnue au Cameroun. Alors, on va parler de performance toujours. Je dis déjà un bonjour à tous nos artistes performeurs qui essayent déjà de se faire voir et puis de montrer justement leur talent. Aujourd'hui, on parle d'art performance. Des fois, on va un peu quitter le côté des beaux-arts peut-être. On parle d'art performance au Cameroun. Des fois, on voit des jeunes Camerounais qui essayent de s'exprimer peut-être avec le visuel, le nu, peut-être en faisant des sorties dans la société, dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces artistes ont de l'avenir face justement au fléau qui mine la société? Parce que ça concourt toujours autour de la société. Peut-être par exemple, on va parler des néos, le manque d'énergie électrique. Alors quelqu'un va sortir, il va se mettre nu, il va se bander les yeux, il va... Bon, je suis pas un artiste performeur, mais néanmoins, c'est ce que je constate entre autres. Oui. Oui, en fait, ils nous font, par leur performance, donc ils nous font voir de façon un peu extravagante la réalité. Donc c'est plutôt une façon de faire prendre conscience et Mais j'aimerais savoir, est-ce que le public camerounais ou bien africain accepte déjà ça? Bon, c'est un processus, hein, c'est un processus. Je crois on ne pourra jamais atteindre tout le monde. Mais d'après, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes performeurs au Cameroun, et ce qui fait que donc ça semble toucher de plus en plus de personnes, et de plus en plus de personnes qui arrivent peut-être à s'identifier ou à lire, en fait. La raison pour laquelle cet artiste le fait. Mais après, il y aura toujours des sceptiques. Bon, oui, c'est des interrogations. Voilà, des points d'interrogation. Et puis, il faut dire que la performance en soi, c'est aussi toujours quelque chose qui
donc qui te fait appelle de façon très directe. Voilà. Parce qu'on se rappelle aussi de peut-être la mère de la performance, on peut parler de Marina Abramovic, qui était sortie toute nue, elle a déposé justement plein d'outils, elle a dit voilà, faites-en ce que vous voulez durant, je crois, quelques 5 ou 6 heures de temps. Et puis elle a exprimé, chacun venait avec même des lames, des ciseaux, lui tailladait le corps. Elle a exprimé, elle a dit voilà ce que exprime la société si on leur laisse le loisir de tout faire. Ça, justement, c'est un peu ça, un peu qui définit un peu quelquefois la performance. Alors aujourd'hui, on va parler d'art. Aujourd'hui, certainement, vous avez des difficultés quand peut-être vous travaillez, peut-être faire accepter vos tableaux, vos créations, vos productions. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez souvent durant ce travail-là? Disons, par rapport à, disons, les difficultés qu'on rencontre, bon, je dirais, je suis dans une position assez confortable parce que j'ai un métier qui me nourrit déjà. Voilà. Donc, ça me donne beaucoup plus de liberté de pouvoir faire, en fait, dans mes tableaux, ce que je ressens vraiment. Je ne suis pas obligée de gagner de l'argent avec. Oui. Donc, ça me donne un très grand avantage par rapport à un artiste qui ne vit que de ça. Sinon, en fait, il y a souvent cette tendance à vouloir mettre un artiste dans un cadre. Donc, de vouloir absolument que cet artiste fasse une chose. Bon, s'il y a quelque chose qui était peut-être qui a plu, et puis on attend de l'artiste de ne faire que dans cette direction. Donc, donc je pense que ça, c'est un problème, et je pense que les artistes sont souvent très dépendants, par exemple, des grands collectionneurs, et ça peut, par exemple, aussi impacter sur leur liberté d'expression, parce que ils sont obligés, plus ou moins, disons, à satisfaire la clientèle, si je peux le dire ainsi. Alors aujourd'hui, on sait quand même que vos tableaux sont toujours très expressifs. Je suis en train de regarder là. Il y a un tableau qui est prénommé Bleu. Bleu, je sais pas pourquoi. Il y a 2 femmes. Il y a une qui se fait des tresses africaines. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être. Expliquez-nous un peu pourquoi Bleu. En fait, je l'ai nommé Bleu parce qu'il y a plusieurs tonalités bleues dans ce tableau. En fait, c'est le bleu qui domine. Il y a beaucoup de tonalités bleues. En fait, les titres que je donne à mes tableaux, j'essaie de les laisser le plus vague possible pour ne pas obliger le spectateur à penser dans un endroit, en fait, dans une direction dans une direction définie. Donc, j'aimerais laisser au spectateur la possibilité d'interpréter. Donc, c'est pour ça que c'est bleu. Maintenant, parce qu'il y a cette tonalité bleue. Maintenant, le motif qui est exprimé à l'intérieur, il y a ce couple de femmes en bas qui se fait un selfie et derrière, il y a cette projection, disons, d'une femme qui tresse l'autre. Là, on pourra en interpréter peut-être beaucoup plus derrière. Oui. Là, on sait que peut-être vous ne faites pas dans l'abstrait déjà. On sait déjà que vous ne faites pas dans l'abstrait. Est-ce que c'est du réalisme? C'est quoi exactement la définition de vos tableaux? Non, en fait, c'est figuratif. Ce que je dirais, c'est définitivement figuratif. Le réalisme, bon, ce n'est pas... disons, il y a beaucoup d'éléments abstraits. Il y a souvent des éléments abstraits dans les tableaux, donc qui entrent dans la composition au fur et à mesure que le tableau évolue. Donc là, c'est justement, je dirais figuratif, mais sinon, je ne mettrais pas dans... voilà, donc à part ça, je ne mettrais pas dans une catégorie quelconque. Voilà. Donc vous n'êtes pas dans une catégorie quelconque. Il y a tout, tout se retrouve dans vos tableaux, c'est ça? En fait, j'aimerais garder la liberté de pouvoir tout essayer. Voilà, donc j'ai aussi fait de l'illustration, de livres pour enfants. Vous êtes aussi écrivain, c'est ça? Non, pas illustratrice. Illustratrice, voilà, illustratrice, voilà. Et bon, j'ai fait aussi des essais avec des photocopies, donc j'essaye de toucher un peu. J'ai fait un peu de sérigraphie, en fait, j'essaye de toucher un peu à tout. Vous tournez toujours autour de là, ça c'est ce qu'on a constaté. Voilà. Alors il y avait justement quand on était tout jeune, il y avait une récitation que tous les enfants connaissent, peut-être ceux qui sont de ma génération, Mon Papaye, voilà. Voilà, je vois vous avez justement une toile, Mon Papaye. Est-ce que c'est ça, ça revient à...
Oui, en fait, sur cette toile, il y a un papayer. Moi, quand je regarde cette toile, j'ai l'impression qu'elle est un peu fragile, quoi, parce que d'après la composition, en fait, on a l'impression que peut-être tout ce qui est représenté sur ce tableau va s'écrouler. On ne sait pas exactement les personnages qui sont devant, quel est leur rôle. Est-ce qu'ils essayent il y a un poteau qui est fait de sculpture. Est-ce que ce personnage d'essayer de tenir ce poteau pour qu'il ne retombe pas? On a l'impression que c'est très, très, très fragile. Voilà. Ah, c'est pour retenir justement le papayer, qui est un grand symbole aussi ici au Cameroun. Oui, en fait, oui, ça, le titre Mon papayer, ça vient de cette récitation voilà, j'en étais sûre. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes originaire, c'est d'où? Du sud, du centre? Du centre. Du centre, voilà. Le Cameroun, quand même, vous savez qu'on a 10 régions. Et puis, est-ce que ça vous est arrivé déjà de parcourir d'autres régions au Cameroun? J'étais à l'ouest et j'étais au nord-ouest. Bon, j'étais au sud-ouest aussi, Buea, Limbé. Bon, voilà, j'étais peut-être juste 1-2 jours, pas vraiment. Voilà. Oui. Et j'aimerais encore voir beaucoup plus. Oui, parce qu'il y a aussi une de vos toiles qui est surnommée Chef. On sait que chez vous, Chef, il s'appelle le Nkokoma, c'est ça? Oui. C'était quoi le but de... En fait, Chef, ça c'est une personne. En fait, la plupart des figures que je représente, ce n'est pas une personne précise. Mais Chef, c'est une personne précise. Chef, c'est mon oncle qui reste le dernier dans la lignée de mon père, quoi. Donc, le seul qui nous reste et qui est toujours là actuellement. Et donc, c'est un hommage à lui. Donc, ça, c'est quelqu'un de tout à fait précis. Alors, on sait aujourd'hui que vous avez 2 cultures. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut parler peut-être de racisme en France, en Occident, je dis la France, la Belgique et tout? Est-ce qu'il y a ce racisme est toujours présent? Parce qu'à l'époque, on se rappelle qu'il y avait cette xénophobie envers les personnes de couleur. Oui, ça existe toujours, peut-être de façon un peu plus subtile, mais elle existe de toutes les façons, elle existe aussi de façon institutionnelle. Donc il y a il y a une grande communauté d'activistes ayant des racines africaines, que ce soit dans tous les pays occidentaux, qui sont toujours en train de se battre pour faire reconnaître leurs droits. Vous pensez que le racisme aujourd'hui, on peut dire que le racisme a changé, il n'y a pas de racisme, parce que je crois qu'il y a SOS racisme par exemple en France, il y a beaucoup d'Africains qui se disent quelque part un peu rejetés. On a eu le cas il y a quelques jours, bon selon certaines informations, qui ont été vus en Ukraine, des Noirs qui travaillent, qui font des études en Ukraine, qui ont été traités un peu comme rejetés de la société. On a parlé de racisme parce ils se sont plaints déjà dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui ce problème persiste juste parce qu'on est des personnes de couleur? Vous qui êtes, bon, je dis pas mélangé, vous êtes métisse aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez ça dans la société? Oui, bien sûr, je la ressens. En fait, en Europe, je suis considérée comme noire. Et donc maintenant, j'ai pu atteindre une certaine position par rapport à ma profession. Mais sinon, j'ai eu beaucoup d'expériences de racisme. En et dans la Allemagne, profession, voilà. parce que il y a quelques années, on avait eu l'histoire, peut-être, c'est vrai qu'il faudrait peut-être pas l'évoquer. Il y avait justement la reine d'Angleterre qui était arrivée avec son mari en Afrique et qui tombe malade et on doit la faire soigner et puis on lui dit il y a des médecins noirs, elle dit non, je préfère rentrer chez moi. Est-ce qu'aujourd'hui en tant que médecin, il n'y a pas cette séparation et il y a des patients peut-être qui peut-être préfèrent des médecins de leur race. Est-ce que ça existe? Sûrement. En fait, c'est une expérience que j'ai faite un peu à l'hôpital quand je travaillais encore à l'hôpital. Donc, bon, ce sont des choses que les gens ne disent pas à haute voix, mais on le voit dans leur regard. Par exemple, quand ils viennent, ils demandent mais où est le médecin? Voilà. Et ils attendent toujours une personne blanche. Et donc, quand ils voient une personne comme moi, d'abord, ils sont sceptiques. Maintenant, là où je suis, les patientes qui viennent chez moi, ce sont des patientes qui m'ont choisi pour être leur gynécologue, pour les suivre. Et donc, parmi celles-là, elles ne sont pas obligées de venir chez moi. Il y a beaucoup d'autres collègues. Donc, si elles choisissent de venir chez moi, c'est parce que, bon,
elle me considère comme compétente. Voilà. Mais avant, quand on n'est pas encore dans cette situation, en fait, on n'a pas le privilège d'être son propre chef. Donc oui. Donc pour vous, il coexiste toujours un peu de racisme dans les pays occidentaux? Oui, il y a toujours beaucoup de scepticisme. Oui. Il y a aussi beaucoup, oui, il y a toujours. De xénophobie. De xénophobie, mais de façon un peu plus subtile, quoi. Voilà. Donc, ils ne vont pas le dire, voilà, je n'aime pas les Noirs ou quoi que ce soit, mais on le verra. C'est-à-dire, ils changent de côté de la route quand ils voient deux Noirs passer, ou bien dès qu'un Noir, ils sont à côté d'un Noir, ils arrêtent leur sac. En fait, ça, ce sont des trucs, quoi. Des stéréotypes. Voilà. Oui, le Noir est voleur. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de contrôles. Les contrôles de police sont de façon... en fait, tout homme noir, en fait, les femmes, là, sont encore un peu moins touchées, mais surtout les hommes. Il n'y a pas un noir en Occident qui n'a pas été contrôlé de façon arbitraire. Donc, le racisme est présent et continuel. Oui. Ah, on espère que ça va changer parce que déjà dans les médias et autres, on dit que voilà, aujourd'hui le monde est un village planétaire et puis il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, on parle de dérive sur la toile. Alors vous qui venez peut-être de l'autre côté, parlez-nous un peu de cet assentiment que certains Africains ont notamment concernant tout ce qui se passe sur la toile. On voit des artistes qui font des directs, on voit des artistes qui s'exhibent, on voit peut-être cette montée de tribalisme. Je ne sais pas si vous faites un peu de politique, mais il y a justement ces séparations qu'on retrouve déjà sur la toile. C'est quel regard vous portez face à justement ces faits de société qui sont quand même assez courants? Oui, disons que je ne le suis pas de très près parce que je n'ai pas tellement de temps de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je vois un tout petit peu ce qui se passe. Et les réseaux sociaux, c'est en fait, c'est une façon très 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 démocratique d'exprimer son point de vue. Déjà, maintenant, ce sont en fait les mêmes discussions qu'on a eues auparavant au quartier, sauf qu'au quartier, ce n'est que la personne qui est avec vous qui va donc entendre ce que vous dites. Mais là, maintenant, ce sont les mêmes discussions qu'on met sur les réseaux sociaux et qui donc atteignent beaucoup plus de personnes et qui suscitent encore d'autres réactions, ce qui fait qu'il y a comme la toile est en ébullition, quoi. Donc, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a une façon je pense qu'avec le temps, la société apprendra à faire avec, c'est-à-dire à peut-être ne plus lui donner trop d'importance, parce que je trouve qu'actuellement on donne beaucoup d'importance à ce genre de buzz, alors que en fait, oui, dans la réalité, à mon avis, ce n'est pas important. Et je pense qu'il y a toujours une différence entre ce qu'une personne dit sur la toile et un article recherché par un journaliste compétent, par exemple, qui a des sources sûres et qui donc, quand fait un reportage, donc il a des sources sûres qui lui permettent de dire vraiment ce qui est la réalité. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la société apprendra à faire la différence. Voilà, qu'est-ce qui est une source sûre d'information et qu'est-ce qui est plutôt, le buzz. Voilà, nous avons des messages qui arrivent, mais il y a 2 messages en anglais. Je sais pas si, check on Sherry Ashu Art. She's exceptional and she projects Cameroon and Africa all the way with her creative work. Je sais pas, c'est sûrement Ali Banda. Ah, ok. Je pense que c'est une réaction peut-être à la question des artistes africains, femmes africaines. Oui, femmes africaines, effectivement. Donc je vais jeter un coup d'œil. Oui, tout à l'heure. Voilà. Alors, que pensez-vous? Je sais pas si aujourd'hui on peut vous classifier dans le domaine du mouvement féministe. Que pensez-vous des féministes aujourd'hui? Je pense que le féminisme ne peut être, disons, universel que si on y inclut le racisme. Voilà. Donc je pense que le féminisme, c'est un mouvement qui a été, disons, inventé ou bien qui est né en Occident. Et donc il y a une vision très, très, très occidentale du rôle de la femme. Et je pense que
elles ont beaucoup atteint en ce qui concerne les droits de la femme et l'égalité des droits. Mais elles n'ont pas pris en compte qu'il y a toujours eu une différence entre femmes blanches et femmes noires, par exemple. Donc, ils n'ont pas pris en compte les autres courants, voilà, qui normalement donc devraient définir le féminisme. Bon, le féminisme, si on le veut comme un terme universel, doit prendre en compte aussi bien, bien sûr, les expectations des femmes occidentales, mais tout aussi de façon la même façon, les ambitions et les aspirations des femmes, par exemple, d'autres pays en Afrique, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous êtes une féministe? Bon, quelle est la différence entre féministe? Bon, en fait, ce que on peut dire, c'est que, la condition de la femme me touche beaucoup. Je crois que c'est pour ça aussi que je suis devenue gynécologue et pas généraliste ou je n'ai pas pris une autre spécialisation parce que, en fait, c'est une spécialisation où je me sentais beaucoup plus pouvoir donner quelque chose. Donc, peut-être c'est déjà ça le féminisme. Et puis, dans mes tableaux, en majorité, ce sont aussi des femmes que je représente. Donc, si on peut appeler ça le féminisme, oui, je suis féministe. Ah, d'accord, ça a été dit quand même. Alors, on sait que durant la Journée internationale de la femme au Cameroun, il y avait un thème égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Bon, égalité certainement homme-femme pour un avenir durable. Est-ce que ça vous parle? Bon, égalité, oui, ça me parle. Ça me parle. Maintenant, il faudrait peut-être définir quel genre d'égalité. Est-ce quelle est l'égalité? En fait, est-ce que c'est l'égalité par exemple, des salaires? Là, je suis, voilà. En fait, il y a beaucoup égalité, c'est un mot qu'on peut attribuer à plusieurs. Oui, à plusieurs. Oui, à plusieurs domaines. Voilà. Bon, aujourd'hui, certains disent égalité, peut-être pas forcément sur le plan physique, parce qu'il y a certains féministes, comme vous revendiquez féministes, qui n'acceptent pas le terme sexe faible, par exemple. Oui. Est-ce que aujourd'hui on parle d'égalité, peut-être de chance, égalité peut-être de chance, d'avoir au moins accès aussi aux mêmes privilèges que les hommes. Oui. Mais est-ce que vous pensez que l'égalité est classifiée dans ce domaine, dans ce sens? Pour moi, les femmes sont le sexe fort, hein. Donc, c'est elles qui... Ça a même été débattu dans plusieurs, même au Parlement. C'est elles qui tiennent les rênes, souvent, mais souvent en arrière. Elles ne sont pas peut-être toujours en avant de la scène, mais elles tiennent souvent des rênes, plutôt de façon plus en retrait, quoi. Et donc, maintenant... ce serait bien qu'elles aient aussi plus de visibilité. Donc, qu'elles aient plus de visibilité, que le jugement porté à une personne sur ce qu'elle fait ne dépende pas de son sexe, par exemple. Ça veut dire que je pense que une femme qui, par exemple, sur les réseaux sociaux se comporte d'une certaine façon, est beaucoup plus mal vu qu'un homme qui fait la même chose. Voilà. Oui. Voilà. Donc. Oui, aujourd'hui on parle quand même de femmes libres, de femmes qui s'expriment, de femmes. On voit par exemple l'artiste Rihanna qui expose son baby bump, c'est-à-dire sa grossesse un peu partout. Mais là, je pense pas qu'une personne qui n'est peut-être pas dans ce même domaine qu'elle pourrait s'exposer de la sorte. Est-ce que quelque part c'est cette influence-là que peut-être certaines personnes réfutent quand on dit qu'on parle de féminisme, de femmes qui s'expriment, de femmes qui veulent changer la donne. Mais est-ce qu'il faut vraiment forcément s'identifier aux femmes qui se disent féministes, mais qui posent des actes un peu contraires à leur combat? À leur combat. Disons, je ne sais pas si ce n'est pas moi de juger si c'est un acte contraire, c'est sa façon de s'exprimer à elle. Elle est artiste, et les artistes sont souvent extravagants, ils ont des événements extravagants, et c'est sa façon de s'exprimer, comme aussi dans l'art performance, il faut parfois choquer la société. C'est parfois
je pense que ça peut être délibéré pour quelqu'un de vouloir choquer la société par une certaine apparence. Maintenant, pour moi, le principal dans les droits de la femme, ce n'est pas du tout l'apparence. Oui, et je pense que ce que je trouve, c'est que les femmes sont beaucoup trop réduites à leur apparence. Elles sont beaucoup trop réduites en fait, à leur corps, à leur comment elles s'habillent. Elles sont toujours jugées par rapport à leur habillement, ce qui ne sera pas fait par rapport aux hommes. Et elles sont, c'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle souvent quand il y a un scandale, c'est l'apparence. Mais on parle beaucoup moins de leur capacité intellectuelle, de leurs aspirations, de leurs rêves. Et pour moi, c'est ça qui l'égalité, justement, le thème, c'est égalité aujourd'hui, l'égalité homme-femme. C'est ça qu'on veut peut-être exprimer dans peut-être ce thème, cette thématique. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Voilà. Est-ce que aujourd'hui les femmes peuvent se permettre de dire voilà, nous sommes libres d'expression. Aujourd'hui, on peut dire voilà, on peut s'exprimer librement sans qu'on ait des préjugés venant peut-être d'hommes ou bien de personnes radicales. Oui, il y a des préjugés de toutes les façons. À partir du moment où ça a trait à l'apparence, il y aura toujours des préjugés. En fait, à mon avis, dans la société actuelle telle qu'elle est, il y a toujours des préjugés par rapport à l'apparence des femmes. Voilà. Oui, par exemple, là, on vous voit avec les cheveux au naturel, on parle de style nappy. Est-ce que vous êtes pour cette culture un peu revenir dans une culture où on se laisse un peu aller, où on n'utilise pas peut-être trop d'artifices? Oui, en fait, c'est un choix tout à fait personnel, qui, en fait, aussi dû au fait que, j'ai expérimenté aussi les mèches et tout, j'ai fait aussi le défrisage et tout, ça a cassé mes cheveux, j'ai arrêté. On va retourner à la nature. Donc maintenant, je me sens à l'aise, j'ai trouvé ma façon de c'est l'artiste qui parle. Hein. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de combats qui sont menés pour les droits de la femme et de la jeune fille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes camerounaise et qui avez quand même parcouru plusieurs régions, où on retrouve des jeunes filles maltraitées, des jeunes filles envahies de force dans les mariages? Est-ce que ça a été un nouveau combat, par exemple, en tant qu'artiste ou bien peut-être en tant que personne, vous qui êtes médecin? Oui, disons qu'en tant que médecin, j'ai eu à... j'exerce en Allemagne, donc ce n'est pas peut-être la population camerounaise que j'ai comme patiente, mais j'ai plusieurs fois dû être confrontée à ce problème-là de jeunes filles qui ont été maltraitées. Oui, parce que là, on parle par exemple, vous qui êtes gynécologue, d'excision. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que vous avez déjà eu un cas de pareil, on parle d'excision, on parle justement d'avoir des filles à qui on demande d'épouser des personnes âgées qui peut-être ne se sentent pas à l'aise. Est-ce que vous avez déjà eu à voir ce genre de cas? Oui, des cas d'excision, j'en ai eu, mais pas des cas, disons, très actuels, mais de femmes qui ont fui leur pays à cause de ça et qui ont été excisées et qui se retrouvent, donc, elles ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'accouchement, souvent. Oui. Et bien sûr, le plaisir sexuel. Et ça, à mon avis, c'est aussi un droit de la femme d'avoir ce plaisir-là. Oui. Et donc, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Dans la vie de couple aussi. Oui, donc et là, est-ce que vous avez mené un combat peut-être pour que ce soit un peu, ça cesse, et peut-être qu'on dénonce ce genre de pratique? Disons que j'essaie donc d'aider les patientes à mon niveau, tel que je suis, à essayer, en fait, j'essaie donc d'être toujours dans un cadre très intime quand nous parlons, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et mais je ne fais pas de la politique, donc je ne vais pas dans les journaux, voilà. Donc mais je l'essaie. On peut dire que Info TV vous a donné l'exclusivité alors de parler. Voilà. Alors on sait qu'il y a des expositions qui se passent un peu dans le monde. Est-ce que vous connaissez Art Basel qui se passe à Miami par exemple? À Basel. Art Basel. Art Basel à Miami, oui. Il y a beaucoup d'expositions et puis il y a beaucoup d'exposants qui viennent du monde entier. On met beaucoup plus en avant, en exergue justement la peinture. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à exposer c'est vrai que j'ai vu que vous avez fait beaucoup plus entre l'Europe. Est-ce que vous pensez à vous exporter un peu plus loin?
Et même en Afrique, pourquoi pas? Oui. Bon, en Afrique, pourquoi pas? Ouais. Maintenant, dans des autres pays, ça dépendra des occasions qui vont se présenter. C'est pas du tout facile et je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui sont déjà beaucoup plus expérimentés que moi. Donc, j'attends voir si ça arrive. Je serai très heureuse. Mais disons que ce n'est pas une fin en soi que je dis maintenant je vais absolument aller exposer. Non, mais c'est pour aussi faire découvrir votre art. On sait quand même que Sita Ngoumou est camerounaise, elle fait dans l'art, elle fait c'est du figuratif qui peut aider à comprendre la compréhension peut-être de notre monde, parce qu'on sait que le monde est quand même fait de complexité aussi. Hein. Oui, absolument, voilà. Absolument. Donc. On a beaucoup discuté, Sita, je crois qu'il faudrait qu'on passe à la rubrique suivante qui est découverte. Comment je peux parler de Sita Ngoumou en tant qu'artiste ou en tant que personne? D'abord, en tant que personne humaine, Sita Ngoumou est curieuse, curieuse de connaître le monde dans lequel elle vit, curieuse de connaître les gens, curieuse de rencontrer du monde, de voir ce qui se passe ailleurs. Et je pense que la force qu'elle a, c'est qu'elle est généreuse, parce que pour recevoir, il faut donner. Et je pense que Sita Ngoumou donne beaucoup. Bonjour, je suis Alice. Pour recevoir, il faut donner, comme l'a dit votre curateur et puis ami Christian Itongo, que vous connaissez quand même depuis très longtemps. Alors, il parle de curiosité. Oui. Vous êtes très curieux, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, avoir de nouvelles expériences. Oui. En parlant de curiosité, on sait que le Cameroun, c'est quand même un pays où il faut avoir les yeux très ouverts, parce qu'on a une culture quand même assez diversifiée avec plusieurs dialectes. Qu'est-ce qui vous inspire beaucoup plus en tant que Camerounaise? Disons, oui, en fait, c'est de découvrir. Donc, j'ai vécu au Cameroun. Quand j'ai vécu au Cameroun, c'était ma scolarité, j'ai passé ma scolarité, puis il y avait eu le bac, et puis, bon, quand on a le bac, on a 17, 18 ans, on est plutôt dans la phase rebelle, donc on veut s'émanciper, peut-être de la famille, retrouver on veut partir, quoi. On veut voir le monde, on veut partir. Et puis à partir d'un certain moment, on se dit, on sent le besoin de se ressourcer. Et là, on voit, par exemple, mon père, il est mort peu après mon bac. Ouais. Ce qui fait qu'au moment où je l'ai vu la dernière fois, c'est-à-dire, il y a beaucoup de conversations que j'aurais aimé avoir lui, que je n'ai jamais pu avoir. Et maintenant, pour moi, c'est aussi vraiment ce besoin-là de redécouvrir le Cameroun dans toutes ses facettes. D'accord. Alors, nous allons passer à la vidéo suivante. Bonjour, je suis Alice Metemo, une amie de très longues années de Sita Ngoumou. Sita Ngoumou, pour moi, en gros, c'est l'excellence. Sita Ngoumou, c'est une artiste qui vaut la peine d'être vue. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander d'aller, n'est-ce pas, à son expo qui a commencé le 16 et qui se terminera le 26. Donc, Sita Ngoumou, c'est la mangue qui ne se tombe pas loin du manguier. Sita Ngoumou, c'est le numéro 3 d'une fratrie de 5 qui a eu le privilège, n'est-ce pas, de grandir dans une famille auprès desquelles les parents, père et mère, avaient une connaissance et une curiosité assez éclectique qu'ils ont su lui transmettre. Et Sita Ngoumou, c'est l'agnac. Sita Ngoumou peint parce qu'elle dit que tout le monde a sa chance sous le soleil. Parce qu'elle pense que tout le monde peut se créer, se récréer et profiter de la vie. Et d'ailleurs, j'ai pour exemple une situation racontée par sa sœur au collège, où des camarades à elle sont en train de jouer au football et puis la balle par inadvertance arrive au pied de Sita. Et donc Sita a la balle et puis les garçons lui disent rends-nous la balle. Elle dit viens les chercher. Ils étaient nombreux et au Cameroun, et un dribble, un autre dribble, un autre dribble, un autre. Évidemment au lycée il y a plein de gens qui regardent et c'est une femme et qui dribble les garçons. Et à un moment quand on appelait ça wash tous. Les gars, elle est acclamée, elle s'arrête et elle leur rend la balle par la suite. Sita Ngoumou, c'est ça. C'est une espèce de symbiose entre rigueur et douceur.
Et si vous regardez ces œuvres d'art, vous le sentez aussi. C'est un mix de tout ça. C'est des réflexions, comme j'ai dit, très éclectiques. C'est des réflexions. Il y a souvent l'ombre de son papa là-dedans. Et aussi il y a une projection dans l'avenir. Sita est, pour moi, l'une des meilleures artistes qui existent. Et en ce moment, elle a un projet. Elle est monitrice en fait d'un projet, d'une maison de pensée, comme elle le dit, assez éclectique, qui prendra le jour, on le souhaite, d'ici l'année prochaine. Cette maison, ce sera un peu le reflet et d'un concept global familial et aussi ce qu'elle veut véhiculer à travers ses œuvres. Sita, c'est le punch. Sita, c'est le no limit. Sita, c'est l'assurance, la classe. Sita, pour moi, c'est ça. C'est la persévérance, c'est tu peux y arriver si tu veux et tu peux y arriver à ta façon. Donc, l'art de Sita, ce n'est pas quelque chose d'orienté. Vous verrez ces œuvres d'aujourd'hui pourront être différentes de celles à venir, mais c'est la continuité et c'est cet éclectisme-là qui fait Sita Ngumu. Sita Ngumu, c'est une artiste curieuse, c'est une artiste à mon sens, plein de devenir, vu le contexte global actuel, que je pense qu'on a besoin des personnes qui est, selon moi, grande dame, mais très très humble pour essayer d'égayer le milieu non seulement artistique et au-delà. Sita Ngumu, personnellement, c'est une référence pour moi. C'est un repère, c'est quelqu'un pour lequel j'aime regarder les œuvres parce que les œuvres me parlent et aussi je peux les interpréter à ma façon. Donc, et je trouve beaucoup d'inspiration et de moi dans ce qu'elle fait. Et c'est pour moi un honneur d'avoir contribué, n'est-ce pas, avec vous, à parler d'elle. Et j'espère que au-delà de ça, vous saurez être curieux et aller voir ses œuvres, expo jusqu'au 26 et au-delà. Je vous remercie. Sita Ngumu, c'est rigueur et douceur, et puis on parle de l'homme de votre père dans vos tableaux. Alors, expliquez-nous un peu de quoi elle parle. Elle parle d'éclectisme aussi. Disons, l'ombre de mon père, c'est... oui, disons, mon père m'accompagne quelque part dans ce que je fais. Et comme je disais tantôt, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand je partais pour faire mes études. Et 6 mois après, il était mort. Voilà. Donc, il y a un très, très grand manque. En fait, quelque chose que je n'ai pas pu discuter avec lui, peut-être qui ressort aussi quelque part dans les tableaux. Voilà. Donc, cette envie de dialoguer, avec, avec ses racines et de peut-être les découvrir plus. Et oui, voilà. On parle de rigueur et de douceur, de votre match de football où on faisait wash, elle a parlé de ça à l'époque. Ah oui, j'étais footballeuse. Hein. Vous étiez footballeuse. J'étais footballeuse, j'étais une des filles de Papa Tangana, au canon fille de Yaoundé. On connaît Yaoundé. Donc voilà, j'ai joué au football à un moment, quand j'étais encore au lycée. Et oui, cette scène-là qu'elle a racontée, elle a vraiment eu lieu. Hein. Je crois quand même que les mecs qui se sont fait dribbler par une femme, c'est quand même un peu bizarre aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, les femmes jouent beaucoup au foot. Oui, l'équipe féminine du Cameroun est quand même assez bien vue en Afrique. Que pensez-vous je suis très très fière. Je suis très très fière de voir l'évolution que ça a pris. Et je pense qu'en fait, juste Atangana lui de Gonzague, qui était vraiment le précurseur, et s'il pouvait le voir maintenant, il serait très 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 heureux. Alors, on va prendre la dernière vidéo. Bonjour, moi c'est Bouna. Je suis la sœur de Sita, la sœur aînée de Sita. Et présent. Bonjour, moi c'est Solange, je suis la fille de maman Sita. Je vais un peu essayer de vous parler de ma maman chérie. Ouais. Maman Sita, c'est une mère à moi vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi je dis ça?
Parce que Maman Sita est une femme vraiment très lâche. Lorsque elle veut vraiment aider quelqu'un, elle le fait sans tenir compte des choses qui peuvent arriver. C'est une femme de cœur, c'est une mère. Et aussi, je ne peux pas oublier, Maman Sita, c'est une artiste pleine de talent. Donc, ces tableaux, en fait, quand nous voyons ces tableaux, ça parle beaucoup de choses. Et je peux confirmer parce que j'ai déjà eu à voir ces tableaux. Lorsque vous regardez ces tableaux, c'est une histoire, comment je peux dire ça, une histoire réelle vraiment. Vous sentez que lorsqu'elle prend ses crayons, ses tableaux, elle fait des couleurs, elle dessine, tu te dis que tu ne comprends rien et pourtant elle a que de mettre de l'amour dans ses tableaux. Ouais, c'est aussi une maman qui fait aussi dans la médecine. Ouais. Elle aide beaucoup de personnes. Je ne peux pas tout vous expliquer parce que si j'explique tout, je vais me mettre à pleurer. Tout ce que je peux dire, c'est que ma maman chérie à moi est une bénédiction pour moi. Et elle, c'est une femme vraiment qui a beaucoup de potentiel en elle. Et il faudra que, avec l'aide de notre amour à nous, que nous la donnons et que nous puissions la soutenir tous les jours. Donc c'est ce que je peux dire pour Maman Sita, c'est une maman à moi, c'est mon ange gardien chéri et je vous remercie beaucoup. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ah oui, merci Solange. Donc, moi j'ai grandi avec Sita ici à Yaoundé. Donc, nous étions une sœur jumelle et donc nous étions toutes les trois. Sita a été mise à l'école donc un an plus tôt, donc nous sommes toujours allés dans la même classe, enfin dans les classes parallèles. Et on prenait toujours le même taxi pour aller à l'école et tout ça. Donc on nous appelait les triplés, c'était triplés. Donc elle a toujours été très créative, très curieuse et nous avons fait beaucoup de dessins ensemble quand on était petites. On a fait des histoires, enfin on a raconté beaucoup d'histoires qu'on a inventées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la musique, on a fait beaucoup de musique ensemble. On a joué de la guitare, on a chanté, tout ça. Voilà, bref, c'était une enfance heureuse que nous avions ici à Yaoundé. Bon, ensuite, on s'est retrouvés à faire la médecine, toutes les deux en fait aussi. Elle a opté pour la gynécologie, j'ai opté pour la pédiatrie. Il y a un moment, c'était mi des années 2000, je dirais, qu'on travaillait dans le même hôpital. C'était à Sarny, tout près de la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc, moi j'étais sur le chemin de devenir pédiatre et Sita sur le chemin de devenir gynécologue. Et donc il y avait une situation où elle était le médecin opérant en salle d'opération pour faire la césarienne urgente d'un bébé prématuré et on m'appelait donc pour prendre soin de ce petit enfant. Et donc j'étais toujours dans la salle d'à côté, c'est elle qui se reprenait l'enfant, qui m'amenait l'enfant et c'est moi qui m'occupais de l'enfant. Et voilà, c'était des très 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 beaux jours. Et il y a eu l'apogée de cette situation était qu'une autre de nos sœurs, Helena, quand elle a accouché son premier enfant, donc il y a aussi eu des petits problèmes autour de l'accouchement. Donc c'est Sita qui s'occupait d'elle en tant que aide accouchante, en tant que gynécologue. C'est elle qui a donc décidé de faire la césarienne, ce qui déjà n'était pas une décision facile pour la propre sœur. Elle a décidé de faire la césarienne, elle a fait la césarienne. Moi, en tant que pédiatre, j'étais là pour prendre soin du petit bébé qui finalement allait bien, donc tout s'est bien passé. Et il y a l'autre de nos sœurs qui était au chevet de celle qui accouchait. Donc c'était en fait une affaire de famille, une grande affaire de famille. Et je pense que jamais il y a eu autant de larmes collectives
dans cette famille que ce jour-là, quand ce petit enfant Kémy est né en bonne santé, après beaucoup de sueur et de peur, quoi. C'était un très beau moment dans notre vie. Bah oui, et puis bien évidemment, il y a sa vie d'artiste qui m'impressionne beaucoup. Quand je lui rends visite actuellement, dans son domicile à Zargemine, où elle vit avec sa famille, elle a un très bel atelier sous le toit, tout à fait en haut. Donc il y a beaucoup de lumière. Et quand on entre dans son atelier, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tableaux, des tableaux qui sont juste commencés, des toiles qui sont juste tendues. Et c'est super beau d'y être, de s'asseoir là, de juste s'asseoir, de regarder ces tableaux qui sont, enfin, les couleurs qu'elle a choisies. Alors, il y a votre sœur, on vous appelait les triplés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Elles sont jumelles, c'est ça? Elles sont jumelles. Oui, elle parle de votre travail, de la connexion que vous avez. Elle est pédiatre, toi tu es gynécologue. Ça s'est passé comment, toute cette histoire entre sœurs qui veulent devenir médecins, une famille de médecins? Oui. Donc, en fait, nous avons choisi nos spécialités indépendamment les unes des autres. Bon, pour moi, j'ai eu le besoin de faire la gynécologie, peut-être parce que j'ai eu mes 2 premiers enfants pendant mes études. Et donc, par rapport à ça, aussi, je pense que, disons, le besoin ou bien la sensibilité par rapport à la condition féminine, c'est ça qui m'a fait prendre finalement ce chemin-là. Et elle... en fait, elle et sa sœur jumelle, elle est aussi pédiatre. Donc, on choisit de faire la pédiatrie. Et la sœur jumelle, elle vit où? Elle vit à Berlin. Ah, d'accord. Vous êtes toutes en Allemagne, en fait, c'est ça? Moi, je suis à Sarreguemines, donc je suis en France, mais c'est juste à 500-600 mètres de la frontière de l'Allemagne. Ce qui fait que je suis transfrontalière, mon cabinet en Allemagne, donc je... Et là, il y a votre nièce aussi qui a fait un témoignage. Oui, ça c'est Solange, ma nièce. Vous êtes sa maman, elle a peur de pleurer. Oui. Solange, oui, c'est mon bébé, quoi. C'est elle qui a eu une enfance pas très facile. Elle a perdu sa maman très tôt. Et donc, voilà, on a essayé de la soutenir. Maintenant, elle est couturière, elle fait ses cabas, elle fait lire. Voilà, elle fait ce bracelet. Les bracelets, ok. Elle est artisane, voilà, quoi. Elle est artisane. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des enfants un peu partout. Alors, nous allons prendre maintenant la dernière rubrique qui est le quiz. Alors, nous sommes arrivés à la dernière rubrique. Vous savez, cette rubrique concerne notamment les questionnements qu'on a sur la société, sur ce qui se passe autour de nous, peut-être pas forcément sur l'art. Alors, la première question que je vais vous poser, que pensez-vous de la chirurgie plastique? La chirurgie plastique. La chirurgie plastique peut être une chirurgie, peut être très importante au-delà de la chirurgie esthétique. Pour moi, la chirurgie plastique, elle est très importante quand il s'agit de faire des réparations par rapport aux grands accidentés, aux brûlures. Donc, elle a toute sa place dans la médecine à part entière. Et elle est différente, bien sûr, de la chirurgie esthétique. Et bon, la chirurgie esthétique, c'est un choix. C'est un choix des personnes que je ne peux pas toujours comprendre en ce qui me concerne, mais que je ne peux pas juger non plus. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, on retrouve, par exemple, il y a des personnes, des personnalités, même aujourd'hui, qui font de la chirurgie esthétique assez, comment je peux qualifier, quelque part un peu différemment des autres, c'est-à-dire quoi, on s'augmente la poitrine, les fesses, on refait le nez, les lèvres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi un problème de manque de confiance en soi, de complexe, et peut-être même un problème psychologique? Absolument. En fait, j'en suis persuadée que en fait, ce mal-être qu'on a donc dans son corps vient souvent d'un problème plus profond, d'un problème de manque de confiance en soi, oui, un problème psychologique, sûrement, qui fait qu'une personne ne se sente pas bien dans son corps
et qui donc la pousse à prendre ce chemin-là. Oui. Mais là, on dit aujourd'hui que si on se sent à l'aise quelque part, des fois, il faut peut-être utiliser la chirurgie esthétique. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de cas de suicide, même en Occident, notamment aux États-Unis, où des gens font à répétition de la chirurgie esthétique, mais à la fin ne se sentent toujours pas bien et finissent par se suicider. Est-ce que quelque part aussi, c'est de la faute des médecins? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment discuter. Disons que ces personnes-là développent souvent une certaine addiction. C'est une addiction, en fait. Ouais. Voilà, on commence par faire un petit truc, peut-être qui va tout bien, et puis tout se passe bien, et puis on se dit, ouais, ok. Et puis après, au fur et à mesure, bien sûr, tout le monde vieillit, quoi. Donc, voilà. Et donc, les opérations se font de plus en plus fréquentes, et puis à partir d'un certain moment, automatiquement, donc les résultats esthétiques ne sera plus tel que celui qui est souhaité. Et oui, je trouve que c'est une problématique très très grande. En tant que médecin, la responsabilité, donc aussi de pouvoir dire à ces patientes-là que voilà, je ne fais peut-être pas certaines choses. Je pense que ce serait très 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 important. Oui. Oui. Alors, un mot sur la dépigmentation. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, même en Afrique aujourd'hui, on trouve des femmes, même des hommes aussi, qui usent peut-être des produits contenant des produits éclaircissants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant que femme de la société, femme artiste, médecin, quel est le regard que vous portez face à ces personnes qui veulent se dépigmenter la peau? Oui, en fait, pour moi, c'est la conséquence directe de la colonisation. Donc, en fait, d'un des plus grands crimes de la colonisation. Donc, le plus grand crime de la colonisation, à mon avis, c'est d'avoir complètement fait un genre de lavage de cerveau à la population. Disons, pardon, maintenant, comme on parle de femmes noires, maintenant, des femmes noires en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, il y a un tellement grand mal-être, un tellement grand... voilà, on ne reconnaît pas sa propre valeur. Et en fait, c'est une blessure avec laquelle tout enfant noir naît. Voilà. Moi, j'ai une peau claire. Donc j'ai souvent été, quand j'étais ici au Cameroun, donc comme une référence, comme on disait que c'est elles qui sont belles, ou je ne sais pas. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a mis beaucoup. Il y a des produits qu'on appelle le teint métis, sans publicité. C'est teint métis, carrément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours mis mal à l'aise. Et moi, par rapport à ma vision peut-être des choses, je n'ai jamais mis la relation de la beauté et la tonalité de la peau. Voilà. Et bon, maintenant, c'est vrai, il y a ce mal-être-là, je pense. Et je pense que c'est avec le temps et aussi en ayant de plus en plus d'exemples de femmes qui s'assument telles qu'elles sont, que petit à petit, je pense que ça va s'améliorer de génération en génération, mais je crois que ça mettra encore un peu de temps. Voilà. Croyez-vous à la médecine traditionnelle améliorée, ce qu'on appelle en général médecine traditionnelle? Oui, je crois que, en fait, ce ne serait pas logique qu'il n'y ait pas eu de médecine efficace en Afrique avant la colonisation. Il y avait des sociétés à part entière, des sociétés en pleine évolution, et qui arrivaient à gérer leurs maladies. Donc, il y a un savoir, mais là aussi, en fait, il y a sûrement beaucoup qui a été oublié. Et bien sûr qu'il y a sûrement aussi des charlatans, comme on dit, qui font du bluff et qui ne sont pas vraiment des vrais soignants. Mais je suis absolument persuadée qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez en cette médecine? Je crois en cette médecine, oui. Vous l'avez déjà utilisé une fois? Disons qu'en étant enfant, oui, papa nous laissait, en fait, parfois, bon, moi, je ne peux pas dire exactement ce que c'était à ce moment-là, mais je sais qu'on était souvent partis aussi au village, on a fait des traitements, machin, truc. Je sais qu'il y a ma petite sœur qui était une fois malade,
elle était extrêmement gravement malade. Elle avait une toux, c'est-à-dire ma maman avait vraiment peur que ce soit ses derniers jours. Et les médecins à l'hôpital n'ont pas pu l'aider. Et après, donc, ils sont allés, ils ont reçu des médicaments traditionnels. Et là, vraiment, au bout de quelques jours, ça a commencé à aller. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Oui, parce qu'au Cameroun, on a eu le cas Covid, par exemple. Les Camerounais sont sceptiques à la vaccination. Ils préfèrent aujourd'hui la médecine traditionnelle améliorée pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Oui. Bon, là, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas m'exprimer sur cette médecine traditionnelle-là parce que je ne sais pas exactement sur quelle base. Le fait, c'est que le coronavirus, c'est un virus nouveau, donc il est nouveau pour tout le monde, il est nouveau pour l'Occident, il est nouveau aussi pour l'Afrique. Donc, là, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il doit y avoir, on peut peut-être faire des parallèles à d'autres maladies peut-être qui ont existé avant où il y avait des traitements traditionnels. Si maintenant on peut le transposer sur le coronavirus, là j'ai trop peu d'informations pour en juger, mais voilà, c'est ça qui me rend un tout petit peu sceptique, c'est par rapport en fait à la nouveauté du virus. Et donc, mais je crois qu'il y a sûrement des traitements qui peuvent peut-être permettre à quelqu'un de mieux... on parle d'adjuvant. Voilà, de mieux, d'avoir peut-être des formes moins graves. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut bousculer les lignes en Afrique avec les productions locales, c'est-à-dire vendre le Made in Cameroun? Ah oui. En Afrique, oui, ce serait très très bien. Oui, ce serait très très bien. Parce qu'on parle d'industrialisation et aujourd'hui, l'Afrique essaye de se relever. Et même le Cameroun déjà essaye de le faire avec des expositions, des foires, entre autres. Est-ce que vous avez déjà eu à assister à ce genre d'expo, de présentation? Ça fait très 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 longtemps, oui. Non, parce qu'on a les fabrications de savon local, du pain fait avec du manioc, on a des produits locaux, il y a l'artisanat qui le fait aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut bousculer les lignes? Est-ce que vous pensez qu'on peut bousculer les lignes réellement? Oui, je pense. Oui, je pense que c'est même l'avenir. Hein. Je pense que c'est l'avenir parce que, en fait, je pense un des grands problèmes du Cameroun, c'est d'importer plus qu'il n'exporte. En fait, on est tellement... c'est-à-dire beaucoup de choses sont importées, on produit très très peu. Donc il y a un très très grand domaine, comme on appelait secondaire, donc de faire les affaires, les boutiques, vendre, revendre. Mais et puis il y a la production bien sûr des matières premières, mais il y a assez peu vraiment de produits locaux qui sont nouveaux, voilà. Et on est on est très dépendant de l'extérieur. On est extrêmement dépendant de l'extérieur pour beaucoup de choses. Voilà. Et là, je crois que faire des choses qui sont adaptées aussi à notre environnement ici, c'est vraiment, en fait, c'est la voie à suivre aussi pour l'avenir. Ok, d'accord. Alors, que pensez-vous du recyclage aujourd'hui? Vous savez que le 21 mars, je crois que c'est la journée mondiale de la forêt, par exemple. On parle de l'environnement. Est-ce que le recyclage aujourd'hui peut être classifié parmi justement ces nouveaux changements? On parle d'ODD aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Alors, absolument, c'est une nécessité plus que urgente de se consacrer à ce problème de recyclage. Parce que, oui, en fait, les poubelles ne font que grandir. Voilà, les poubelles ne font que grandir. Et moi, maintenant, mon observation en venant ici et passant beaucoup de temps à l'extérieur, si je peux parler de Yaoundé, maintenant, par exemple, c'est le ciel de Yaoundé. Depuis que je suis venue cette année au Cameroun, je n'ai pas encore vu le bleu du ciel. Ah bon, hein? Oui. Et si je vois, en fait, c'est quelque chose qui, bon, quand on est dedans, on ne remarque pas. Mais si tu te dis que tu regardes le ciel et puis on a l'impression qu'il y a toujours comme un petit nuage un peu jaunâtre qui est devant. Donc,
je pense que le problème environnemental est très Donc très urgent. Un trop plein de peut-être pollution. Voilà, un trop plein de pollution. Il y a beaucoup de gens, on construit beaucoup. Par rapport à ça, il y a beaucoup moins d'arbres. Et puis le problème des déchets qui sont souvent tout simplement brûlés. Voilà, ils sont souvent brûlés et ça pollue l'atmosphère. Et finalement, quand je rentre de mon village, il y a une colline là où on descend et puis on voit au-dessus de Yaoundé, on voit comme un nuage, un petit nuage jaune, quoi. D'accord. Voilà. Alors on va parler maintenant, la dernière question, du vaccin du col de l'utérus. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont sceptiques face aux jeunes filles à qui on propose ça à l'école, à l'établissement de justement d'avoir le vaccin du col contre le col de l'utérus. Voilà. On va y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est réellement nécessaire pour l'Afrique? Oui. Là, je peux le dire vraiment oui. Il y a eu dans des pays scandinaves, ils ont fait des vaccins dans les écoles. Ils ont fait et en Australie aussi. Donc, eux, ils sont les pays où il y a le taux le plus bas de cancer du col de l'utérus. Il faut dire que le virus HPV qui est responsable de ce... Est-ce que c'est nécessaire en Afrique? C'est ce que j'aimerais savoir. Oui, je suis en train d'y arriver. Donc, le virus HPV qui est responsable du col de l'utérus, 80% de la population non vaccinée le porte. Donc, ça qui veut dire que chaque personne qui a des rapports sexuels a une chance de 80% de contracter ce virus. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va faire le cancer, mais il n'y a pas encore de traitement adapté à partir du moment où on a contracté le virus. Voilà. Donc, la seule prévention à faire, en fait, c'est le vaccin. Et ça, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont sceptiques, parce que je reviens toujours là-dessus, il y a eu beaucoup de témoignages qui ne veulent pas faire vacciner leurs jeunes filles parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce vaccin est beaucoup préconisé et sensibilisé en Afrique. Pourtant, il n'y a pas assez de personnes à qui ça arrive, ce genre de maladie. Mais ça arrive de plus en plus, de plus en plus même au Cameroun, hein, le cancer du col de l'utérus. Et bon, aussi beaucoup oui, ça monte, hein, en fait, ces campagnes de vaccination, elles sont aussi en Europe. Par exemple, moi, dans mon cabinet, chaque jeune fille qui vient, je lui conseille de prendre ce vaccin. Et le meilleur moment... Là, c'est le médecin qui parle. Hein, oui, là, c'est le meilleur moment donc, de prendre ce vaccin-là, c'est donc avant d'avoir fait les premiers rapports sexuels. C'est seulement à ce moment-là que ce vaccin est efficace. Et puis, ce qui est nouveau, par exemple, en Allemagne, comme c'est là-bas que j'exerce depuis 2 ans, il est préconisé aussi pour les garçons. Ah, préconisé aussi pour les garçons. Il est aussi préconisé pour les garçons parce qu'en fait, les garçons, ce sont les transmetteurs. Ah, d'accord. Donc, à partir du moment où vous vaccinez juste 50% de la population, automatiquement, vous ne pourrez pas éradiquer le virus parce que de toute façon, personne ne va... En fait, il n'y a jamais toute la population qui va se faire vacciner. Donc, même en Allemagne, le taux de vaccination est assez bas. Parmi les filles, il n'est que de 40%. Donc, même là, il y a un certain scepticisme. Et surtout ici en Afrique. Voilà. Hein. Et ça veut dire que, donc, maintenant, depuis 2 ans, il est conseillé aussi bien pour tous les garçons. D'accord. Voilà. Il est conseillé pour tous les garçons. C'est vrai qu'on arrive déjà au terme de l'émission, mais avant de partir, c'est aussi une tradition ici. Est-ce que vous avez un message à laisser aux femmes, parce qu'on est bien à l'émission Talent de femmes, notamment concernant peut-être l'entrepreneuriat, concernant l'art visuel, concernant justement l'autonomisation des femmes africaines et même camerounaises. Vous êtes une femme camerounaise. Quel est le message que vous laisseriez aux femmes face à la caméra aujourd'hui? Oui, alors je voudrais parler à mes sœurs pour leur dire que voilà, vous avez beaucoup de capacités en vous, vous avez beaucoup de richesses, vous avez beaucoup à donner et prenez confiance en vous, soyez ce que vous êtes, revendiquez-le et faites ce à quoi vous aspirez. C'est tout ce que je pourrais dire. Ayez les passions, soyez passionnés. Quand vous avez une passion, vous pouvez toujours essayer d'arriver. Voilà.
Voilà, merci Sita Goumou. On sait que votre exposition, c'est du 16 au 25 mars, déjà au quartier Mozart, ce monsieur Jean-Pierre Becolo. C'est un espace culturel où vous avez une trentaine de tableaux qui seront exposés, qui sont même déjà exposés. On demande peut-être aux amoureux de l'art, aux mécènes et entre autres, d'aller faire un tour, n'est-ce pas, là-bas. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et vous avez des projets à part ça Oui, en fait, nous essayons aussi, et toujours avec Christian Etongo et ma famille, donc d'établir, nous espérons pour l'année prochaine, un espace culturel ici à Yaoundé, en la mémoire aussi de feu mon père. Et donc, nous sommes aussi ici donc pour mettre des bases à ce projet-là, à prendre des contacts, à avoir des relations. Ce sera donc un espace qui, pour essayer donc de se réinventer, de créer, de permettre surtout à la jeunesse, ce sera un espace qui sera très terre à terre, à la jeunesse quelconque, quoi, de pouvoir s'y exprimer de façon artistique, culturelle. Voilà. Merci, on va dire merci à tous les téléspectateurs. On dit merci à Ben Vaz, le réalisateur, à la supervision générale de Denevin. Portez-vous bien, restez toujours scotchés sur Info TV car la suite des programmes rapporte beaucoup de surprises. Passez une bonne soirée et puis bon week-end.